Monsieur Issa Chiroma, comme Monsieur Kamto, sont les pires acteurs les plus immoraux que ce pays a connu. Une nourriture est mauvaise, mais tu l'as pas. Limbi Lobé, on vous a compris. On va passer à la parole pour nous avons choisi l'option d'y rester. Oui, c'est de continuer à manger la mauvaise nourriture. C'est votre stratégie, on a compris. C'est pour ça que vous avez eu 1% à l'élection présidentielle. Tout ce qui vous concerne, c'est la nourriture. C'est aussi la raison pour laquelle c'est la nourriture qui détermine vos comportements. C'est la nourriture avec vous. C'est la nourriture qui détermine vos comportements. Vous êtes venu ici pour les SDF? Mais je sais mon collègue. Les SDF est un ancien mon collègue. Monsieur, il est mauvais. Monsieur, vous devez le contentement. Laissez mon collègue. Calmons-nous. Vous voulez faire le bruit sur le bateau? Vous êtes énormément de bruit en disant des bêtises. Monsieur Limbi Lobé, nous nous calmons. Je reprends la parole. Monsieur Limbi Lobé, nous nous calmons. Nous sommes là pour un débat. Monsieur Limbi Lobé. Et l'argent de la prorogation, on vous a compris. Nous allons passer la parole au professeur. Si je ne suis pas d'accord, je sors de l'Assemblée. Monsieur Kamto fait partie des hommes politiques inutiles. C'est un peu fort. C'est fort. Et c'est expressément fort pour que tous ceux qui sont embarqués dans le fanatisme béat tribalisé se ressaisissent. Non, j'ai un problème avec le tribalisme. Vous voulez en faire, Anissé Kane n'était pas un homme politique particulier. C'était un homme politique quelconque. Il a passé toute sa vie, n'a jamais été élu. Monsieur Wandje a été un criminel redoutable, barbare, qui a effectué des meurtres terribles dans le Mungo. Si tu veux que je t'envoie voir des familles qui pleurent encore leur mort, je répète ici que Ernest Wandje était un bandit. Il n'était rien d'autre. Je ne peux pas suivre les rodomontades des Kamto, de Issa Chiroma. Issa Chiroma n'était pas 3 mois avant l'élection. Il n'était pas avec Bia. Quelqu'un comme Issa Chiroma, il a même eu l'outrecuidance de dire à Kamto que Kamto n'avait pas le droit de faire des revendications. Maintenant, ils sont amis. La Bible nous dit, ne formez pas d'attelage disparate. La prorogation qui aura cours, parce que le décret n'est pas encore sorti pour les conseillers municipaux, la loi n'est pas encore votée à l'Assemblée nationale. Le président a seulement évoqué l'hypothèse dans son discours. On sait très bien que hypothèse vaut acte pour le chef. Parce que personne n'a le courage de s'opposer au président devant lui. Les gens viennent seulement parler derrière. Vous êtes à l'Assemblée nationale. Il y a à peu près, sur les 10 632 conseillers municipaux qu'il y a au Cameroun, il y a à peu près 1000 et poussières de conseillers municipaux dits de l'opposition. 568 pour l'UNDP, 206 pour le PCRN, 185 pour le SDF, etc., etc. J'attends que tout cela démissionne, qu'ils laissent le RDPC dans les conseils municipaux. Point. On saura à ce moment-là qu'ils sont crédibles. Je reviens sur ce que je voulais dire parce que tu m'as un peu éloigné. Il y a un projet en cours de modifier la carte administrative du pays. Création de nouveaux départements, création de nouveaux arrondissements. À partir de ce moment, on ne peut pas faire les élections et puis après les élections, on se met à créer ces unités administratives. Parce que, selon le code électoral, pour l'élection des députés, c'est le département qui est la circonscription. Donc chaque fois que vous créez un nouveau département, vous devez lui donner de nouveaux sièges à l'Assemblée nationale. Cela veut dire que quoi?
Cela veut dire que le projet de découpage, du nouveau découpage, va générer une modification de l'effectif de l'Assemblée nationale. Si on crée de nouveaux arrondissements, ces nouveaux arrondissements seront des communes. Il faudra leur donner des conseils municipaux. Si on fait l'élection maintenant en février, et qu'en mars, ou en avril, ou en mai, le découpage est effectif, il y a un décret qui crée ces nouvelles unités administratives, elles n'auront pas de conseils municipaux, elles n'auront pas de députés. Et on aura donc des départements sans députés, des arrondissements sans communes. Pour attendre 2031, il est donc logique que on renvoie l'élection des conseillers municipaux et des députés après le découpage, qui risque d'être achevé d'un moment à l'autre. C'est vrai que vous dites bien qu'il risque. Oui, voilà. Oui. On annonce ce découpage depuis au moins 10 ans. Hein. Enfin, je termine pour vraiment bien terminer. Oh là là, oh là là. Vous savez, quand j'ai été... Le fait que vous voulez terminer Oui, là, terminer effectivement cette fois-ci. Voilà, quand j'ai été élu la première fois, c'était en 2007. L'élection se tenait en juillet, pendant les vacances. La prorogation, des prorogations qui ont eu lieu à l'époque, ont amené l'élection à une date qui n'est pas convenable. En 2020, nous avons fait les élections en février. C'était le 9 février. Les gens sont à l'école. Vous avez des élèves qui peuvent être candidats parce que pour être candidat, il faut avoir 22 ans au moins. Vous avez des élèves qui peuvent être candidats. C'est quelle raison ça? Je suis en train de vous donner une raison. Vos raisons que les élèves peuvent être candidats? Il y a des élèves qui sont candidats. Il y a beaucoup d'élèves qui sont candidats dans les conseils municipaux. Surtout les étudiants. Bon, oui, je disais, enfin, je prends les gens qui font encore leurs études. Et nous les encourageons d'ailleurs à l'être. Très bien. Or, la période de février n'est pas adaptée à ça. Si donc, il peut arriver que le président ait le souci de ramener le calendrier électoral en juillet, ce serait une bonne chose. Parce qu'en juillet, tous les électeurs, élèves et étudiants sont donc libres. Les enseignants sont déchargés du stress des examens. Parce que nous luttons contre l'abstention. On a compris. Et l'une des raisons de l'abstention, c'est l'inadéquation du calendrier électoral avec le moment de liberté Nous allons passer la parole à quelqu'un d'autre, et je l'ai fait à dessein, de lui passer la parole en dernière position. Lui, il est du RDPC, le docteur Alexandre Thomas Essomba. Alors, vous qui êtes du RDPC, on dira simplement que vous buvez du petit lait. Vous avez un chef qui est chef de l'État et maintenant qui est chef politique, et donc qui peut manipuler ce calendrier électoral à sa guise, et naturellement, une guise qui vous convient, c'est ça? Loin de là, je dirais très simplement que la fonction présidentielle est éminemment politique, certes, mais ne perdons pas de vue que le chef d'État peut travailler avec une grille de lecture qui peut échapper aux citoyens lambda. Parce qu'il a des instruments d'appréciation et d'analyse que lui seul apprécie, que lui seul sait de quoi il parle, il prendra une décision en connaissance de cause. Quand je parle de grille de lecture, il peut se fonder sur des raisons sécuritaires. Et vous savez très bien que pour des raisons sécuritaires, tout passe, la sécurité des Camerounais passe avant. Ça peut être sauf simplement, comme je l'ai dit au professeur, je le redis également à vous, vos crises sécuritaires existent depuis une dizaine d'années et les élections se tiennent toujours. Pour le moment, on ne peut pas dire que... C'est quelqu'un te dira donc, comme monsieur du SDF, que c'est une raison fantaisiste. Il peut y avoir de nouvelles. Ce n'est pas une raison fantaisiste. Je pense que le chef d'État apprécie de manière rationnelle. Il a une grille de lecture, comme je l'ai dit. Ça peut être des raisons financières. Pourquoi pas? Vous savez, le Cameroun est en crise depuis une trentaine d'années. Entre-temps, docteur, les élections se tiennent toujours en crise financière. Le Cameroun sort d'une élection présidentielle assez dispendieuse en termes de coûts, assez dispendieuse en termes de crise, de tension, assez dispendieuse à tous les niveaux.
Et pourquoi pas, il faut peut-être qu'on a cassé la théorie pour essayer d'organiser des élections. Vous savez que c'est coûteux. Aujourd'hui, je pense que le RDPC, je voulais dire l'État camerounais, a des raisons de se ressourcer financièrement, de se restructurer financièrement pour organiser une telle élection. Et le faire pour le chef de l'État, l'ami l'a dit tout à l'heure, pourquoi pas, peut-être qu'il y a sur la table du chef de l'État aussi d'autres raisons qui peuvent être le redimensionnement des administrations camerounaises, c'est-à-dire en préfecture, en région, pourquoi pas, et en commune, etc. Est-ce que ce n'est pas le prototype d'une nation, d'un pays, et qui vit un peu du jour au jour? C'est-à-dire, tout le monde parle là au conditionnel. Peut-être il risquerait que, alors que nous avons notre constitution qui dit que voilà comment ça se passe. On parle des raisons impérieuses. Justement, on définit les raisons impérieuses comme étant des raisons financières. La constitution, qui est la loi fondamentale, qui encadre toutes ces dispositions, est claire. Le chef d'État peut manœuvrer, le chef d'État peut proroger selon que l'actualité le lui impose, selon que des exigences de terrain le lui imposent. Je pense que le chef d'État est dans son rôle. Il y va d'abord pour la sécurité des Camerounais. Il y va de la qualité d'une élection dans notre pays. Et je crois que le chef d'État est dans son rôle. Il n'est pas question de le soupçonner, de vouloir confisquer ce pouvoir, de vouloir confisquer quoi que ce soit, le calendrier, quoi que ce soit. Le chef d'État est dans son rôle. Alors, pour parler comme vous, docteur, est-ce que cette élection, si elle se tenait au moment dit, avant cette prorogation, vous, du RDPC, qui sortait quand même d'une élection présidentielle très essoufflée, est-ce que on ne risquait pas, ce sont vos mots, risquer, est-ce qu'on ne risquait pas voir un rassemblement démocratique du peuple camerounais être battu dans bon nombre de localités à plate couture? Si c'était un match de football, le RDPC a peut-être négligé un adversaire. Durant la première manche, le RDPC a réalisé que l'adversaire est sérieux. Il s'agit de quel adversaire? Ça peut être l'opposition. Et le RDPC, qui est suffisamment solide, qui a suffisamment voté également, a revu sa stratégie durant la deuxième mi-temps. Et le RDPC, in fine, est sorti victorieux de ce match. Je ne pense pas que... Et aujourd'hui, c'est très essoufflé. Pas essoufflé, mais il faut respecter l'adversaire. Vous croyez que vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire? Le RDPC a eu un adversaire de taille. C'est pour cela que le RDPC a été... Voilà pourquoi le RDPC est encore toujours en train de chercher à boire un peu d'eau pour revenir sur la course. Quand un entraîneur sort d'un match en pareille circonstance, il y a l'autocritique. Le RDPC est en train de faire sa mue. Le RDPC est en train de revisiter sa stratégie. Le RDPC peut constater qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas marché. Le RDPC est en train de peaufiner sa stratégie. Et je ne pense que ça n'a rien à voir. Le président de la République aura beau être un homme politique. Il est d'abord le chef de l'État. Ça n'a rien à voir avec le RDPC. Merci. Merci, docteur Alexandre Thomas Essomba, qui était également naturellement un élu du peuple. José-Marie, nous voulons absolument reprendre la parole. Je vous donne donc cette parole. Je pensais qu'il y avait un deuxième tour, tout simplement. Non, c'est pas obligé qu'il y ait un deuxième tour. Moi, j'ai 3 sujets. J'ai pris l'habitude de... Comment vous avez le pouvoir? Vous décidez du nombre de tours. Je voudrais dire ici, vous n'êtes pas sérieux. Je voudrais dire ici que quand j'y parle du jeu, vous savez, le jeu n'est pas forcément quelque chose de négatif. Il y a même la théorie des jeux en mathématiques. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes ici devant une école. Moi, j'ai dit aux gens, observez Paul Biya travailler. Vous, les hommes politiques, les jeunes là, il est en politique. Et il doit gagner. Il ne faut même pas vous leurrer. Il ne peut pas vous laisser gagner. Pour le gagner, il faut avoir la force. Surtout la bonne stratégie. La bonne stratégie. Si vous vous mettez à pleurnicher tout le temps. Parce que la jeune génération qui monte, parce que j'en parle, parce qu'il paraît qu'on parle beaucoup de jeunes ces derniers temps. Tout à fait. Je pose la question. Quelle jeunesse? Vous croyez qu'un chef d'État comme Paul Biya, que nous connaissons depuis des décennies, qui est un homme méthodique, méticuleux, rationnel, qui aime avoir une visibilité
absolue sur ce qu'il veut faire, peut laisser, moi je l'ai dit, qu'il n'y aura pas d'élection. Il ne peut pas laisser une élection au sorti d'une bataille dure comme ce que nous avons vécu. Et vous savez bien que... Ça, c'est donc une dictature qui ne dit pas ce son n'est nom. pas... Non, nous nous cachons derrière une démocratie. Vous savez, je vais vous dire... José Marie, nous nous cachons derrière une démocratie avec des jolis textes, mais au fond, c'est une dictature. Non, qu'est-ce que vous appelez même la démocratie? Je vais vous dire mon sentiment. Mon sentiment est que le régime politique présidentiel, monsieur l'a évoqué, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est un monarque. C'est un monarque. Le régime présidentiel c'est un monarque. C'est un monarque. Macron est un monarque. Normalement, en France, je dis Macron devrait... Si vous permettez, M. Lundu, puisque la France est l'une des sources d'inspiration, même s'il y a également l'originalité africaine et camerounaise. Maurice Duverger disait de ce système où le président est important, même dans le cas français, que c'est une monarchie républicaine. Voilà, c'est un monarque. Je vais chuter en disant que dans les conditions actuelles, normalement, Macron là, il devait démissionner. Tout simplement dans les conditions démocratiques voulues la majorité. Ce que je veux dire, c'est que le régime présidentiel, hérité de la 5e République française, qui fait de nous, notamment les pays d'Afrique francophone, les seuls à avoir un régime où on met le poste de président de la République au Sassaye, au Ndjangi, au Poker. Tous les pays autour ont protégé le siège présidentiel de la masse populaire. C'est souvent des régimes présidentiels. Vous prenez l'Allemagne, vous prenez l'Italie, Andorre, Monaco, tous, l'Angleterre. Donc, c'est un mauvais régime. Il est mauvais dans son essence et dans sa quintessence. Nous devons le changer. En ce moment-là, le président ne viendra plus nous dire que les élections sont reportées. Nous mettons en place un système qui fait que, de manière automatique, s'il y a une crise financière qui empêche que l'on fasse qu'on ait des élections, le premier ministre qui se dégage des élections vient dire au peuple que je n'ai pas d'argent. Il ne dit pas impérieuse. Parce qu'impérieuse, bien entendu, est une nébuleuse. Crainte impérieuse signifie qu'il y a des situations très graves, des situations catastrophiques. Mais monsieur, le manque d'argent est une situation catastrophique. Je vous rappelle que j'ai un document ici où le ministre Motazé a demandé à lancer des obligations et ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Il voulait, je ne sais pas combien de milliards, il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont tombés. Je dis c'est une catastrophe. Attention, c'est le manque d'argent qui a fait que on change de système politique au Cameroun, qu'on parle de dictature vers la démocratie. C'est le manque d'argent au Cameroun qui a fait qu'on ferme des centaines de sociétés. C'est le manque d'argent qui a mis plein de Camerounais dans la rue, qui a créé la nouvelle société où les parents ont perdu leur autorité au profit des enfants et des femmes, etc. Je veux dire que c'est une situation impérieuse que de ne pas avoir de l'argent dans un pays. Elie Lobé qui va aussi absolument reprendre la parole. Elie Lobé, la prorogation est déjà actée. Je pense qu'on doit évoluer. Je voudrais appeler tous mes frères qui luttent contre ce régime à être d'accord avec la prorogation et leur rendre service. Vous l'avez dit, hein? Voilà. Premièrement, l'élection du 12 octobre a coûté à peu près 30 milliards. 30 milliards. À peu près. Parce que si vous vous en référez au rapport d'Elections Cameroun pour l'élection de 2018, c'était 26 milliards, si je ne me trompe pas, avec l'augmentation des coûts, etc. Attends, c'était pour faire quoi? C'est pour financer l'élection. 30 milliards. Oui. C'est pas grand-chose. C'est pour financer l'élection. José Marie, vous êtes sérieux? C'est pas grand-chose. Tu as évoqué quelque chose. C'est pas grand-chose. Que nous ne prenons pas beaucoup en considération. S'il y a 20 candidats, il y a 20 types de bulletins. Bien sûr. Ce n'est que pour ça. Donc la prolifération des candidatures là impacte sur le coût de l'élection. Absolument.
On ne prend pas ça au C'est sérieux. le même régime qui refuse justement le bulletin unique. Oui, et qui malheureusement. ferait en sorte que... Attendez. Tu as raison, il a raison, Il hein. ferait en sorte que nous n'arrivions plus à 30 milliards. Il a raison. Vous voyez, donc on n'a pas un problème d'argent. Non. Attends, je vous l'ai déjà compris. Je l'ai parfaitement compris. Si nous avons le fait d'argent, comment on refuse de prendre la voie, on va dépenser moins. Je suis d'accord. Tu dis, on peut réaliser déjà des économies sur le bulletin nombre unique de bulletins. Oui. Si on fait un bulletin unique, D'abord, on va dépenser moins d'argent et il y aura plus de transparence. on va, oui. Ce n'est pas Et automatique. cette Mais là, nous refusons. lutte-là, Automatique. nous la menons depuis 90. On n'a pas été compris. Donc, maintenant, je dis simplement que l'élection nous coûte 30 milliards. 30 milliards. Bulletin unique ou sans bulletin Mais c'est ça. unique, elle nous coûte 30 Ce milliards. que ça a coûté. On vient de dépenser ça en octobre. Immédiatement, nous sommes entrés aux élections régionales. Elles ne coûtent pas 30 milliards, mais elles vont coûter une dizaine de milliards. Puis, on sort de là, on va entrer en février à une élection municipale, un double scrutin, qui coûte autant. Donc l'argument financier est un argument important. Le trésor public a besoin de respirer pour pouvoir aller aux élections qui suivent. C'est un argument que nous ne devons pas éluder. Quel que soit celui qui sera au pouvoir demain, Ça sera la même chose. il aura ces mêmes Merci. contraintes. Alors, Dieu donné chi, il y a Limbi Lobe qui semblait coincer votre chairman tout à l'heure. Il disait que mais, pour être S'il n'est pas véritablement qu'il en démissionne. phase avec ses positions, avec ses critiques, si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi, un, vous ne refusez pas de voter, et deux, pourquoi vous ne démissionnez pas? Alors, Joshua, il démissionne dans quelques jours à l'Assemblée? C'est La discrétionnaire. première des choses qu'il faut souligner est que le SDF a engagé des boycotts politiques dans son entièreté. En 1992, on n'est pas allé au législatif. Non, c'est pas la même chose. S'il vous plaît, je viens. Il propose un boycott parlementaire, c'est-à-dire au sein du Parlement. On dit qu'on n'est pas d'accord. Il n'a pas le monopole de stratégie. Lui, il voit seulement les gains financiers. Nous, on voit notre stratégie. On décide que, nous, on dit quand même qu'on n'est pas d'accord. Mais vous mangez On l'argent. dit que, s'il vous plaît, c'est pas question de manger l'argent. C'est l'argent des Camerounais, c'est pas l'argent de Paul Biya. Bon, quand on gaspille ça, vous êtes d'accord. Nous, on dit qu'on n'est pas d'accord. Ouais. Mais on dit Mais aussi on mange quand qu'on ne même. quitte pas. Ah, d'accord. S'il vous plaît. On dit aussi qu'on ne quitte pas. Oui, on mange. Pour plusieurs raisons. On mange comme toi aussi, tu manges. Tu critiques le président Paul Biya, tu critiques même le Cameroun. Il faut sortir du Cameroun, compatriote et Limbi. Non, c'est pas la même S'il vous chose. plaît, laissez-moi évoluer. Bon, ok, sortons alors tous. Non, je ne suis pas dans votre logique. Mais vous critiquez et vous restez là pourquoi? Vous me demandez de quitter mon pays. Moi, je n'ai pas un autre pays. Laissez-moi évoluer. Laissez Dieu donner chi terminé. Allons-y. Mais si vous avez des arguments comme ça, c'est que ça va Vous vous êtes vanté du fait que vous êtes quitté du conseil municipal. Oui, je suis le seul. C'est bien, c'est une bonne stratégie pour vous. Non, ce n'est pas pour moi, c'est une cohérence politique. S'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord avec le cadet. Le cadet. Il y a pas un ping-pong entre moi Et et Limbi vous. Lobe Laissez-moi permettez évoluer. à M. Chi d'aller au bout de sa pensée. C'est à vous d'évaluer. Qu'est-ce que vous avez gagné? Qu'est-ce qui a changé? Parce que vous êtes quitté du conseil municipal à l'époque, parce que vous, tout ce que vous voyez, c'est l'argent. Parce que vous avez refusé de manger les indemnités de session. Oui. Qu'est-ce qui a vraiment changé? C'est à vous d'évaluer, c'est votre propre stratégie. Nous, on n'achète pas la vôtre. On a notre stratégie. On dit qu'on n'est pas d'accord. Deuxième chose, il ne faut pas que vous dites des contre-vérités aux Camerounais. Ce qui se passe quand ça concerne la prorogation du mandat, ce n'est pas le vote à l'Assemblée nationale comme à la plénière. Pour les conseillers municipaux, le bureau du Sénat est consulté. Et le bureau du Sénat, ça revient aux faits majoritaires que je vous ai dit. Ceux qui représentent l'opposition parlementaire aujourd'hui sont de la minorité. Quand le bureau du Sénat est consulté, ça passe comme une lettre à la poste. C'est clair. Le Conseil constitutionnel est consulté, ça passe. Au niveau de l'Assemblée nationale, pour le cas des députés,
Ça passe, vu la configuration du bureau. C'est vrai. C'est pas un vote à la plénière. Et nous, au SDF, on n'a pas soutenu une prorogation. Ce que tu dis On ne l'a pas est fait. archi faux. On ne l'a pas fait. Archi faux. Alors, C'est une loi. C'est une loi. C'est écrit ici noir sur blanc et c'est écrit sur la Constitution. Par une loi. Et tu dis qu'une loi est votée à l'Assemblée nationale seulement par le bureau de l'Assemblée. Je dis bien, s'il vous plaît. Je dis bien. Oui, explique. Pour le cas des conseillers municipaux. Moi, je te parle d'abord des députés. Attends, je viens. Pour le cas des conseillers municipaux, Oui. le bureau du Sénat est C'est un consulté. décret, oui. C'est un décret. Pour le cas de députés à l'Assemblée nationale, Oui. ça vient à l'Assemblée nationale. Oui. Ça passe d'abord par le bureau. Oui. Vous le savez si bien. Oui. Mais quelle est la configuration de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que ça a à voir avec le vote des Laissez-moi évoluer. Laissez-moi évoluer. Qui doit voter? Nous n'avons pas soutenu ce projet. Mais vous avez pas encore siégé. S'il vous plaît, vous avez la preuve que l'honorable Joshua, aussi président national du SDF, avait voté cette prorogation. La Vous avez passé la première prorogation, oui, celle qui est passée. Vous avez la preuve qu'on a voté? Mais vous avez voté, non? Non. Vous avez voté, non? Vous avez voté, non? critiqué. Non, attends, je demande si vous avez voté, non. Vous n'êtes pas au courant parce que... Mais vous votez non et vous ne dites pas au peuple que nous on a voté non. Monsieur Limbi, vous n'avez pas la parole. Vous consommez mon temps. Mais vous avez posé une question qui est d'ailleurs un Limbi sacré. Lobé permet à chacun d'avoir son Nous temps. n'avons pas... C'est comme si vous avez un problème personnel avec le SDF depuis que vous êtes parti. Nous n'avons pas voté cette loi. Nous avons plutôt sorti une position claire pour contester la prorogation signée par le président national. Vous n'êtes pas au courant parce que, à cause de vos problèmes avec Je vous demande si vous avez voté ou si vous n'avez pas voté. Je dis qu'est-ce que vous avez voté au Parlement? On ne l'a pas voté. J'ai dit qu'il n'a pas voté. On ne l'a pas voté et on a sorti une position claire contre cette prorogation. Oui. Je crois que ce débat doit s'arrêter. Il ne peut pas s'arrêter. C'est pas vous qui vous avez donc voté pour non. Limbi Vous avez voté contre. Et Limbi Lobé. Et les effets de ce vote-là, Lobé. vous les recevez. Restez tranquille, monsieur Limbi Lobé. Oui, vous n'avez pas la monopole de stratégie. Je vais Mais passer c'est pas une stratégie. Il ne s'agit pas du Il s'agit de la cohérence. Une nourriture est mauvaise, mais tu la Monsieur manges. Limbi Lobé, on vous a compris. On va passer à la parole pour son Nous avons choisi l'option d'y rester. Oui, c'est de continuer à manger la mauvaise nourriture. C'est votre stratégie, on a compris. D'accord, c'est C'est pour ça que vous avez eu 1% mal élection présidentielle. Tout ce qui vous concerne, c'est la nourriture. C'est aussi la raison pour laquelle C'est la nourriture qui détermine vos comportements. C'est la nourriture avec vous. C'est la nourriture qui détermine vos comportements. Vous êtes venu ici pour le SDF? Mais je sais mon collègue. Le SDF est un ancien mon collègue. Monsieur Il est mauvais. Monsieur calmons-nous. vous voulez faire le bruit sur le bateau, vous êtes énormément de bruit en disant des bêtises. Monsieur Limbi Lobé, nous nous calmons. Je reprends la parole. Monsieur Limbi Lobé. Monsieur Limbi Lobé, nous nous calmons. Nous sommes là pour un débat. Monsieur Limbi Lobé. Et l'argent de la prorogation, On vous a compris. Nous avons compris. Nous allons passer la parole au professeur si je ne suis pas d'accord, je sors de l'Assemblée. Bonsoir, mesdames et messieurs. Notre invité aujourd'hui est une figure qui ne laisse personne indifférent dans le paysage politique camerounais. Monsieur Abel Elibi Lobé est un homme politique engagé, coordonnateur du mouvement Kautal, connu pour sa constance et ses prises de position, sa liberté de porter des débats que beaucoup évitent. À l'approche des élections législatives de 2026, sa candidature annoncée dans le Mungo Sud, sa vision de la gouvernance locale et ses déclarations sur les questions sensibles comme la représentation politique, l'histoire nationale et la cohésion sociale alimentent largement l'actualité politique et les discussions au sein de l'opinion publique. Cette interview se veut directe, sans filtre, mais responsable. Elle est l'occasion pour M. Abel Elibi Lobé d'expliquer sa démarche, de clarifier ses propos et de s'adresser à l'ensemble des Camerounais dans le respect des valeurs républicaines
et du vivre ensemble. Monsieur Abel Elibi Lobert, bonsoir et comment vous allez? Bonsoir, merci beaucoup d'avoir eu l'idée de venir me donner la parole en ces moments où, comme vous l'avez dit vous-même à l'entame de votre propos, des esprits épris du souci de disperser l'opinion, de parfois désinformer, etc., veulent avoir le dessus. Il me semble que vous avez eu le souci de faire en sorte que vos auditeurs, téléspectateurs aient la vérité sur une éventuelle candidature de ma part. Moi-même, j'ai lu dans les réseaux sociaux des gens qui, partant du principe que je suis leur adversaire à abattre, disent que je vais me présenter dans le Vouri. Mais j'ai reçu personne ici pour me demander où est-ce que je vais me présenter. Il n'y a que vous que je vois. Il m'a été donné tout récemment, avant-hier d'ailleurs, de le dire aussi dans une chaîne de télévision, que je serai candidat dans le Mungo. Or, des tas de supputations étaient déjà avancées. Je suis au regret de constater que ma candidature suscite autant d'intérêt. Mais ça va, je me porte bien, je ne suis pas malade, je suis là. J'étais content de vous recevoir. J'ai lu votre message ce matin. J'aurais d'ailleurs pu ne pas le lire parce que je ne suis pas très réseaux sociaux 24 heures sur 24. Bon, je vous comprends, vous n'aviez pas mon téléphone. Maintenant, vous avez mon téléphone. Quand vous voulez me joindre, vous appelez directement pour ne pas courir le risque de m'envoyer un message et que je le vois 2 semaines après. C'est très souvent arrivé. Okay, merci d'avoir cette notre invitation, M. Libi. Merci de nous recevoir chez vous. Oui. Pouvez-vous présenter le mouvement Kaoutal? C'est quoi Kaoutal? Alors, les gens s'entêtent. C'est une espèce de déformation extraordinaire que j'observe dans la vie politique de notre pays. Tout est réduit au parti politique. Les gens, vous faites une réunion, on pense que c'est un parti politique. Vous faites une œuvre intellectuelle, on pense que c'est un parti politique. Kaoutal, c'est un mot fulbé qui veut dire union. C'est le nom que nous avons donné à une stratégie électorale que j'ai contribué à développer avec un certain nombre d'acteurs politiques, certains partis politiques, certains leaders. Alain Eboa, le président du Mouvement pour la démocratie et le progrès, le parti de Feu Samuel Eboa, un des patriarches politiques de ces pays, même patriarche tout court, et surtout un des patriarches du littoral, et encore surtout un des patriarches du Mungo. Il y avait d'autres formations politiques qui ont contribué à cette réflexion-là, d'autres qui venaient, qui repartaient, parce que l'une des constantes de la vie politique camerounaise, c'est aussi que les organisations politiques ont beaucoup de mal à travailler ensemble. On le voit. Un grand travail a été fait en 1990 pour dégager une candidature de large consensus. On n'est même pas parvenu à bien faire ce consensus parce qu'il y a eu des tas de candidatures parasites. Mais on a quand même réalisé un consensus autour de John Frondi, ce qui nous a valu un résultat jamais égalé dans l'histoire. Mais quand vous appelez les organisations politiques à un travail visant à analyser la situation politique, à comprendre les raisons de nos échecs à répétition, je dois dire que nous avons déjà échoué à 17 élections. Et quand vous échouez 17 fois, vous devez quand même vous arrêter pour vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui nous fait échouer?
et ne pas considérer que vous avez la connaissance ipso facto des causes. Et si même c'était cela, que vous avez la connaissance, comment vous faites pour ne pas trouver la solution? Donc les organisations politiques ont du mal. Ce qui explique que quand nous avons organisé ce travail de réflexion, eh bien, il y en avait quelques-unes qui venaient un jour sur deux, et puis elles ne viennent plus, et puis elles reviennent après. Et c'est un peu comme si elles considéraient que ce travail était inutile. Et pourtant, toutes ces organisations qui ont eu ce comportement désinvolte, condescendant vis-à-vis de cette œuvre de réflexion intellectuelle, toutes, autant pour moi, ont échoué à toutes les élections auxquelles elles se sont présentées. Il n'y a pas une seule qui ait eu un bon résultat. Ce n'est pas la peine de les citer, parce que tout le monde les connaît, puisque de toutes les façons, dans l'opposition camerounaise, personne n'a un bon résultat. Le parti politique qui a le meilleur résultat, c'est l'UNDP, avec 7 députés. Et puis 560 conseillers municipaux. Je passe 7 communes, je crois 17 communes, mais qui viennent de perdre les élections régionales dans la Damawa, là où elle avait réalisé le plus grand gain politique en 2020, et ce qui lui avait permis de gagner le conseil régional de la Damawa. Donc, ces organisations, quelques-unes venaient, repartaient, mais pendant 6 mois, nous avons travaillé. Pendant 6 mois, nous avons travaillé, nous avons élaboré, nous avons repassé en vue objectivement et froidement les causes de nos échecs à répétition, avec des données statistiques sur la table. Et nous sommes arrivés à des conclusions qui portent la stratégie de mutualisation des forces politiques. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une posture idéologique. Ce sont les données électorales qui nous montrent que aucun de nos partis politiques ne peut battre le RDPC seul. S'ils veulent, ils peuvent continuer à essayer des aventures solitaires. Mais aucun d'eux n'a la capacité structurelle de faire face au RDPC, y compris aux élections locales comme celles qui arrivent. Vous comprenez? Vous y allez avec quelle formation politique? C'est secondaire. C'est très secondaire parce que l'époque où les formations politiques faisaient les élus est passée. Maintenant, nous sommes à l'époque où les élus font les formations politiques. Est-ce que c'est possible d'aller sans une formation politique? Non, 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 ça c'est une question de conformité à la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les 400 partis politiques, je peux prendre n'importe lequel. Vous n'avez pas encore? Non, 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 ce n'est même pas ça mon souci. C'est que vous ne voulez pas encore dévoiler le parti politique qui va vous accompagner? Non, non, non. Dans le cadre de la stratégie que nous avons développée et que nous avons donc baptisée Kautal, c'est-à-dire unité d'action, nous avons emprunté ça dans le monde des artistes avec les frères Fada Kautal, qui étaient des frères unis, des frères du nom. Le mot Kautal a été proposé par Madame Abiba Doualambedi, qui à ce moment était présidente de l'UPC, enfin peut-être l'une des factions de l'UPC. C'est elle qui a proposé ce nom que nous avons retenu. Donc Kautal n'est pas un parti politique. Si vous allez au MINAT, vous n'allez trouver rien. Il n'y a pas un statut, il n'y a pas un règlement intérieur. Kautal, c'est le nom d'une méthode, d'une stratégie électorale qui se résume en 2 choses. Premièrement, pour l'élection présidentielle, n'y allons pas en rang dispersé. Donnons-nous la peine, faisons-nous violence d'accepter que tout le monde n'est pas un bon candidat. Et unissons-nous autour d'un candidat et donnons à ce candidat
un programme minimum de consensus. Parce que chaque parti peut vous réciter de maintenant jusqu'à la fin de l'année son programme. Il y en a qui ont des programmes fortement teintés d'idéologie. Permettez-nous, si vous êtes élu dans le Mongo Sud, quelles seront vos 3 priorités concrètement? Alors, 3, vous en voulez 3, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays pour améliorer le fonctionnement de notre pays. Premièrement, dans le cadre du renforcement de la culture de l'unité nationale, l'intégration nationale, mais aussi la lutte contre le chômage, en même temps, les 3 là en même temps, renforcement de l'unité nationale, lutte contre le tribalisme et lutte contre le chômage. Je vais promouvoir la loi de mixité ethnique en milieu professionnel. Est-ce que ce n'est pas dangereux? Est-ce que vous ne mettez pas la... J'oblige les opérateurs économiques à participer à la réalisation de l'unité nationale. Et vous me dites que c'est dangereux. Non, c'est pas ce que je veux dire. Vous mettez de côté les compétences. Non, qui a dit ça? Donc quand il y a compétence, on doit vous exclure. Sur des bases tribales. Non, est-ce que vous avez des chiffres qui disent que dans les entreprises, il y a ces gens-là qui recrutent? Comment vous faites? Vous n'avez jamais vu des entreprises ici où il n'y a que les ressortissants du village. C'est Limbi qui a créé ça. Ce n'est pas bien pour vous. Mais je peux les citer. Si moi je les cite, on ne me fera rien. Non, allez-y. Non, je ne les cite pas. Ce n'est pas bon pour vous. Mais des entreprises entières sont ici. Des simples commerçants qui ne sont que des vendeurs de matériel de quincaillerie. Vous entrez dans leur quincaillerie, vous ne trouvez aucun autre individu que les gens de la même région, parfois du même village. Je suis en train de parler dans votre micro. Si demain, quelqu'un dit que je mens, qu'il montre le doigt. Vous ne voyez pas les maisons de commerce ici, des simples supermarchés. Quand vous entrez dedans, vous ne voyez que les ressortissants d'une seule région. Les gens quittent en France, ils viennent créer des supermarchés ici. Eux, ils voient les compétences dans toutes les autres régions. Si je vais à Carrefour, je trouve tout le monde. Je trouve les Bami, je trouve les gens qui sont à la caisse, qui sont dans les rayons. Ils sont de toutes les ethnies. De toutes les ethnies. Je vais à Casino ici, je vais à Bao. Mais on a eu des supermarchés ici, tu vas dedans, tu trouves que les gens d'un même village. Il y a quelqu'un au Cameroun qui peut venir ici et vous dire que je mens. Il y a des entreprises ici, des petites entreprises de rien du tout, des entreprises de transit, des entreprises, des petites entreprises industrielles. Vous entrez dedans, vous ne trouvez que les ressortissants d'un village. Des entreprises de monétique pour le transfert d'argent. Il y avait des entreprises ici, je pense même qu'elles ont disparu, et c'est tant mieux même si elles ont disparu. Qui ont commencé avant que Orange et MTN n'arrivent avec les transferts par téléphone. On allait chez un opérateur ici, faire les trucs. J'arrive à Dibombari, je trouve le guichet de cet opérateur et je trouve là-dedans que c'est un ressortissant de l'Ouest qui travaille. Donc il n'y a personne à Dibombari qui a un BPC, qui a un probatoire, qui a un bac, qui peut venir au guichet le matin pour écrire votre montant, appuyer le téléphone. Parce qu'à cette époque, ils appelaient pour dire au correspondant de Yaoundé que payez, monsieur, tant, vous arrivez là-bas où on vous paye. Quand je vais dans les quincailleries là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ou toi, tu ne peux pas travailler, ou celui-ci ne peut pas travailler, ou celui-là ne peut pas travailler. Il y a un petit logiciel de gestion de stock pour savoir s'il y a les clous de 40 au magasin. Il faut que tous ceux qui font ça soient de la même ethnie. Une quincaillerie s'installe à Aqua. Elle n'utilise aucun sawa. Et les poissonneries sont ici. Vous entrez dedans. Pour sortir le poisson dans la chambre froide, mettre dans le congélateur, à la caisse, on pèse, on dit au caissier, et puis on paye. Tout le monde est Bami.
Puisque vous voulez donc que je parle. Oui, allez dans les poissonneries ici. Et ça paraît normal. Mais ça ne paraît normal qu'en apparence. Parce que ceux qui font ça, y compris ceux qui travaillent dans ces conditions, ils savent que ce n'est pas bon. Donc, si je suis élu député, nous allons créer des conditions pour que tout le monde joue le jeu de l'intégration nationale. Que tout le monde apprenne que je peux trouver un comptable parmi les boulous. Je peux trouver un peu qui sait faire la comptabilité. La comptabilité, ce n'est pas congénital. On ne naît pas avec la culture de la comptabilité. On apprend la comptabilité. Dans les lycées techniques, on peut trouver tout le monde dans les lycées techniques. On a toujours trouvé tout le monde dans les lycées techniques. D'où vient-il que des entreprises vont arriver, des entreprises entières? Parce que le patron est de telle région, les directeurs ici, les directeurs des départements, tout le monde est de la même région, au motif que oui, c'est eux qui sont travailleurs. La loi de mixité de mixité ethnique en milieu professionnel va donc vous obliger, vous le propriétaire du capital, à recruter les gens là où vous vous installez. Si vous installez votre entreprise à Yagua, 60% de l'effectif, vous devez recruter ça à l'extrême nord. Vous allez apprendre à trouver les comptables là-bas. Si dans cette entreprise, on n'a pas les ressortissants des autres régions, qu'est-ce qu'on fait? C'est justement ça. Comment vous faites pour ne pas avoir... quand vous dites ça, vous croyez que ça sonne bien d'anglais? Vous vous entendez parler? Ça peut arriver, non, monsieur? Non, non. Comment est-ce que vous... 30 millions de personnes. Non, je dis, nous avons pris une circonscription, vous avez dit Yagua. Oui, j'ai pris Yagua, oui. Si oui. Une entreprise s'implante là-bas oui. et arrive, vous exigez... Vous savez, si l'entreprise s'installe à Yagua, et quel est un capital de Yagua? Ce capitaliste-là qui a créé son entreprise, lui, il va trouver ses frais comptables. Mais vous qui venez de l'Ouest installer l'entreprise à Yagua, vous estimez que vous ne trouverez jamais les frais comptables. Hein? Vous devez les prendre à l'Ouest. Pourquoi? On a comme l'impression que vous... Oui, je vous amène justement à ça, parce que c'est ça le fond de votre travail. Parce que ne vous en faites pas, on va parler de tout. Je n'ai pas peur de répondre au catalogage. Ce catalogage, il ne dénie pas. On dit que c'est pas dangereux pour votre électorat. Non, c'est pas dangereux. Je ne veux pas dans mon électorat les gens qui aiment le mensonge. Non, monsieur Libilobé. Je ne veux pas dans mon électorat les gens qui n'acceptent pas les réalités des mots M-A-U-X, des mots camerounais. Est-ce que ce n'est pas discriminant? Mais je dois discriminer le bien et le mal. Je ne veux pas des mauvais Camerounais dans mon électorat. Candidat dans le Mungo Sud. Oui. Dans le Mungo Sud, au sein de l'électorat, nous avons les Bamileke, nous avons les Bétis, nous avons... C'est cosmopolite. Voilà. Oui. Mais vous... En quoi mon discours est contre une ethnie? Non, mais vous voulez être député à cet électorat. Oui. Mais lorsque vous parlez, on a comme l'impression que vous avez un problème avec une communauté particulière. Non, j'ai un problème avec le tribalisme. Tout le monde fait le tribalisme. Il y a des entreprises des nordistes ici. Si je vais dedans, je ne trouve aucun boulot qui travaille dedans. Je ne trouve même pas un Bamileke qui travaille dedans. Je ne trouve pas un Sawa qui travaille dedans. Il y a des entreprises ici, fabricants de savon, je ne les citerai pas, des grands commerçants qui ont une grande maison de commerce qui importent et tout ça, le riz et tout ça, les importateurs de farine et tout ça. Vous allez dans leurs entreprises qui sont des entreprises promues par des hommes d'affaires du Nord. Vous ne trouvez pas ça, vous ne trouvez pas la mixité ethnique. Les entreprises sont à Douala, les magasins sont à Douala, il n'y a aucun Sawa qui travaille dedans. Pire.
Le phénomène se retrouve même dans les entreprises à capitaux publics. Si je vais à la Sodécoton, je vais trouver combien de Sawa qui travaillent dedans. Vous n'avez pas vu toute une université en création où les gens ont dit que c'est notre université, c'est nous qui devons la diriger, c'est nous qui devons être, nous avons un droit de préemption. Vous n'avez pas vu ça au Nord? Vous avez vu ça? Non, est-ce que vous avez vu ça? Nous avons entendu. Voilà. Donc ce que je dis là, c'est un problème que tout le monde pratique. Et la solution que je mets là, elle concerne tout le monde. Est-ce que vous croyez que... Si tu installes une entreprise en Bouddha, tu dois utiliser 60% au moins de ton effectif. Recruter ces enfants de l'Ouest. Tu comprends? Tu installes une entreprise à Douala, même si c'est une agence, que la direction est à Yagua, mais tu mets l'agence en Bouddha. Cette agence-là qui est en Bouddha doit utiliser 60% de son effectif recruté à l'Ouest, toutes catégories confondues. C'est une obligation. Cherche-les, tu vas les trouver. Est-ce que le... C'est ça la loi de mixité ethnique en milieu professionnel. Est-ce que le gouvernement actuel, on peut dire qu'ils ont échoué à ce niveau? Mais bien sûr, bien sûr. La lutte contre le tribalisme est restée beaucoup plus une question de slogan, plutôt que d'une organisation effective de la société. C'est pour ça qu'on retrouve le tribalisme même sur le champ électoral. Vous comprenez? Donc vous avez cité... Les hauts fonctionnaires, qu'est-ce qui les oblige à être intégrateurs? Rien ne les oblige à être mariés, à se mettre en couple avec un conjoint d'une autre région. Vous avez des gens qui sont 100% Douala. Ils sont hauts fonctionnaires, ils sont 100% Bamileke, tous les enfants sont 100%, ils s'en ont, ils ont les mêmes pierres. N'est-ce pas? Pendant qu'on parle des discours anti-tribalisme. Puis qu'est-ce que ça donne? Ça donne que ce haut fonctionnaire, quand il est à un poste, par exemple, où il faut allouer des bourses, qu'est-ce qu'il fait? Il donne les bourses aux gens de sa région. C'est ce que Mme Kamto a fait au ministère des Affaires extérieures. Si vous allez en Allemagne, vous trouvez plein de Bami comme ça. C'est elle qui les a envoyés là-bas. Vous voulez dire quoi? Que l'épouse de Mme Kamto a fait... Mais je dis quoi? Tout le monde sait ce qu'elle a fait. C'est vous qui nous apprenez. Oui. Si vous ne savez pas, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment d'informations. Je suis en train de le dire. Ce n'est pas nouveau. Est-ce que vous pouvez prouver ça? Bon, laissez alors. Laissez. Quand je serai député, comme vous voulez les preuves, on va faire des commissions d'enquête et vous verrez les résultats de ces commissions d'enquête. Vous pouvez citer le troisième point? Le deuxième point. Oui, le deuxième point. Le deuxième point, oui. Vous savez, si je suis député, je vais pousser pour qu'au niveau du traitement du député, que le suppléant soit aussi rémunéré. Parce qu'aujourd'hui, le suppléant n'est pas rémunéré. D'accord? La loi vous dit que vous êtes élu en même temps que votre suppléant, puisque vous vous présentez devant les électeurs ensemble. Cela suppose que votre suppléant même contribue à la victoire. Il y a des gens qui votent cette liste parce qu'ils ont vu monsieur tel. Simplement. Ils ne savent même pas s'il est titulaire ou suppléant. Mais le fait de le voir le détermine à voter. Donc le suppléant vous apporte des voix. Il apporte aussi des voix à la liste. Mais une fois que vous êtes élu, les titulaires, eux, ils s'asseyent. Ils sont rémunérés. Salaire de base, 1 million par mois. Le suppléant n'a rien. Si vous comptez ça sur 5 ans, c'est au moins 100 millions qu'un député coûte à la nation camerounaise. Il mange tout cet argent seul. Le suppléant n'a rien. Je ne veux plus que ce soit comme ça. Je veux que... Est-ce que vous seul pouvez y arriver? Je ne cherche pas à savoir si je suis avec dans 36 000 personnes. À l'Assemblée nationale, ce sont les votes. Oui. Et alors, qui vous dit que je n'y arriverai pas?
Vous croyez que pour faire mon projet, vous croyez que pour faire l'effort, pour changer cette injustice-là, il faut d'abord que je regarde le nombre de personnes qui sont derrière moi. Quelle est votre stratégie pour y La stratégie, c'est de poser le problème aux députés. C'est de poser le problème au chef de l'État. Si je suis élu, je vais chercher à le rencontrer pour lui expliquer qu'il est temps d'arrêter cette façon de faire. Qu'on prenne 200 000, c'est-à-dire 20% de 1 million. Le titulaire a 800 000. D'accord? Net, hors impôt. Le suppléant aussi a 200 000. Ce n'est pas que c'est le titulaire qui lui verse ça. D'accord? Le suppléant ne doit pas être suspendu à la générosité du titulaire. Donc ce n'est pas que c'est le titulaire qui enlève ça de sa poche et lui donne. Le jour où il ne veut pas donner, il ne donne pas. Parce que c'est ce qui se passe maintenant. Il y a des gens qui sont suppléants, ils n'ont jamais vu un seul franc que le titulaire leur a donné. Okay, quand tu pars voir le titulaire, il te donne des expédients. Je ne veux plus de ça. Je veux que l'Assemblée nationale considère 2 personnes. Elle considère qu'elle a 2 personnes. Elle a le titulaire qui est son membre permanent. Et elle a le suppléant qui est son membre facultatif. Lui, il ne siège pas, donc il n'a pas des indemnités de session, il ne va pas voyager pour le compte de l'Assemblée nationale, il n'aura pas les indemnités liées aux fonctions que le député peut occuper à l'intérieur de l'Assemblée. Parce que vous savez qu'il y a des fonctions là-bas. Président, vice-président, questeur et patati et patata. D'accord? Mais dans le salaire est lié au siège. Il n'est plus lié à l'individu, il sera lié au siège. Et il sera partagé en 2. 80% pour celui qui s'assoit et 20% pour le remplaçant qui est dehors. C'est l'Assemblée nationale qui paye. Et ça n'augmente pas les charges actuelles. Parce qu'on n'a fait que prendre chez le titulaire pour donner aussi au suppléant. Okay, un troisième point, M. Libre. Troisième chose, maintenant, vous avez la clarification du code électoral. Le code électoral n'est pas clair à certains endroits. Et les gens qui veulent écraser les autres, les gens qui veulent tout pour eux, rien pour les autres, les gens qui n'ont pas le sens de l'équilibre, de la stabilité de la nation, les gens qui oublient que le pays ici est un mille-pattes, plus de 300 ethnies, et que chaque ethnie a une place, et que chaque ethnie doit avoir une place, et qu'il ne faut jamais, jamais, jamais essayer de prendre la place d'une autre ethnie, que chacun doit rester à sa place au nom de l'équilibre. Ces gens-là profitent du flou qu'il y a dans le code électoral. Regardez, je vais vous donner 3 exemples. Voici la constitution du Cameroun. Elle va dire une chose très claire dans son article 57. Le conseil régional est présidé par une personnalité autochtone de la région, élue en son sein pour la durée du mandat du conseil. C'est clair, non? Ça veut dire qu'un Bamileke ne peut pas être candidat au conseil régional du Sud. Et qu'un enfant du Sud, Boulou, Madea, Goumba, Etenga, etc., ne peut pas être candidat au conseil régional du Centre. Et qu'un Eton ne peut pas être candidat au conseil régional du Littoral. C'est clair, non? N'est-ce pas? Mais quand on dit, je suis toujours dans la Constitution, c'est l'article 57 alinéa 3. Le bureau du conseil régional doit refléter la composition sociologique de la région. Tu comprends ça? C'est quoi la composition sociologique de la région? Comme tu as compris, la composition sociologique de Douala, c'est quoi? De la région du littoral, c'est quoi? Vous avez les hôpitaux et la zone, c'est que vous... C'est ça que vous appelez composition sociologique? Vous avez toujours défendu
Non, ne dites pas ce que j'ai défendu. Moi-même, je suis là, je vais dire. Moi, je te pose aussi la question pour que tes auditeurs, tes téléspectateurs comprennent la complexité de la chose. C'est quoi pour toi la composition sociologique de la région du littoral? Et les ressortissants de cette région. C'est ça que tu as compris? Que moi, je comprends. Voilà. Toi, tu comprends que c'est les ressortissants, c'est-à-dire les autochtones. C'est ça que tu comprends. C'est ce que moi aussi je comprends. Mais ceux qui ont mis Wandji dans le bureau du conseil régional du littoral, est-ce qu'ils ont compris la même chose que nous? Nous voici deux. Nous comprenons que si on dit ça, ça veut dire qu'il faut que ce soit les Bassa, soit les Bakoko, soit les Balimba, soit les Longassé, soit les Bassa du Vouri, soit les Bakoko du Vouri, c'est-à-dire le canton Japoma, soit les Bele à Bonabiri, soit les Daïdo, soit les Aqua, soit les Belles, le canton Jos ici, soit les Pongo, soit les Bankor de Bonaleya, soit les Ballons, soit les Mbo, soit les Bakaka, soit les Bafor, soit les Mbo. Dans votre Or, ceux qui ont mis les halogènes dans le conseil régional du littoral, d'après toi, le journaliste qui réalisait cette interview, ils ont respecté ça ou bien ils n'ont pas respecté? Parce qu'au sud, on n'a rien mis. On n'a pas mis un halogène. À l'extrême nord, on n'a pas mis un halogène. Au nord, on n'a pas mis un halogène. Dans la Damarwa, on n'a pas mis un halogène. À l'ouest, on n'a pas mis un halogène. Parce que tout ce que je vois là, c'est de la propagande. Au nord-ouest, on n'a même pas mis un francophone. Parce que tu vois comment la chose se fait. Au nord-ouest, tout le monde est anglophone. Je voulais vous relancer. Au sud-ouest, tout le monde est anglophone. Vous avez fait cette publication où vous demandiez aux Douala de se lever et de déposer leur candidature. Est-ce que vous ne voyez pas que si ces candidats, s'il y a dans le littoral 10 députés, je dis n'importe quoi, 10 députés, et que parmi les 10 députés, il y a 8 qui sont originaires d'une certaine région, est-ce que vous ne voyez pas que c'est parce qu'ils ont souhaité, émis le vœu de devenir député, c'est les populations? Ils doivent devenir, tous ceux qui veulent devenir... On ne peut pas obliger. Non. Quand on a dit ici que le président du conseil régional doit être un autochtone, on a obligé qui? On dit simplement que cette ambition-là, si vous voulez l'avoir, soyez d'abord un autochtone. On a obligé quelqu'un, on n'a obligé personne. Et pourtant, tu as vu le poste vide. Il y a 10 régions. Tu as vu un poste vide. Ce genre de raisonnement que vous tenez, c'est très simpliste. Nous sommes un pays de communauté. Il faut éviter que les communautés ne soient en compétition si vous voulez qu'elles vivent en harmonie. Il faut que les communautés soient dans une organisation qui réserve à chaque communauté la place. Et je vais te faire lire maintenant le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Je ne suis plus dans le code électoral. Je suis ici dans la formation du conseil municipal. Écoute ce que le législateur dit. Article 166. Vous sortez. Le conseil municipal doit refléter les différentes composantes sociologiques de la commune. Et le président, législateur principal, ajoute, le conseil municipal, doit notamment assurer la représentation des populations autochtones. Le mot là n'est pas de moi. Les gens sont au quartier, vous parlez là-bas au quartier, vous bavardez. Lisez les textes du pays. Ce n'est pas Elibi qui pose le problème. C'est la loi qui dit que, attention, en allant faire ces choses, c'est les autochtones. Arrivé sur le terrain, vous voulez que je vous montre la liste des candidats du SDF à Douala 5.
en 2013, en 2007, Douala 5, c'est 61 candidats, 61 conseillers municipaux, 54 Bami. La liste que Nietzsche a validée là-bas. Douala 5, Canton Bassa, Canton Aqua. Douala 5, c'est 2 cantons. Le canton Bassa, le canton Aqua. Il n'y a que 2 chefs traditionnels de premier degré. Quand tu veux connaître la composition sociologique d'une localité, tu regardes les chefs traditionnels. Vous dites que les populations qui sont souveraines, qui votent ces personnes-là, on ne devrait pas tenir compte de cela. Mais que la souveraineté empêche qu'on l'organise pour qu'elle s'exprime d'une manière équilibrée. Parce que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est une souveraineté qui s'exprime dans le désordre. Nous sommes d'accord que c'est le peuple qui est souverain. Le peuple est souverain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Sawa sont souverains dans le pays Sawa. Les Bamileke sont souverains dans le pays Bamileke. Puisque la Constitution te dit dans son préambule, écoutez, non, le peuple du Cameroun n'est pas un ensemble. Sauf si vous voulez le fabriquer. Le peuple du Cameroun est un mélange de plusieurs peuples. C'est ce qu'au Guinée appelle les micronationalités. Avec des identités spécifiques. Est-ce que les Bamis sont les Bassars? Ils sont la même chose. Est-ce que les Bamileke et les Bassars sont la même chose? Non. Est-ce que les Peuls et les Toupouri sont la même chose? Non plus. Que dit la Constitution dans son préambule? Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et se déplacer librement, sous réserve des prescriptions légales relatives à l'ordre, la sécurité et la tranquillité. Donc, le déplacement, la liberté de se déplacer, la liberté pour les gens de partir de l'extrême nord et être à Douala, ne change pas leurs droits. Ils n'acquièrent pas de nouveaux droits. Puisque le constituant te dit l'État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones. Tu as vu ça? Tu savais que la Constitution dit ça? Que l'État préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, Elimbi Lobe, je suis autochtone du littoral. J'ai au littoral des droits que toi, tu n'as pas. C'est ça que ça veut dire. Toi, tu es d'où? Je suis de l'Ouest. Tu es de l'Ouest. À l'Ouest, tu es autochtone, non? Tu es un allogène à l'Ouest. Non, réponds-moi d'abord. Le concept d'autochtone allogène, ça crée plutôt de problèmes. C'est toi qui, oui, c'est toi qui dis ça. Moi, je te montre la constitution de ton pays. Elle dit que tu es de l'Ouest. Tu es de l'Ouest. Elle dit qu'à l'Ouest, tu as des droits spécifiques que je n'ai pas. Monsieur Elimbi Lobe. Ça te plaît ou ça ne te plaît pas? Pour le moment, c'est comme ça. Quand tu arriveras au pouvoir, tu vas dire qu'il n'y a plus d'autochtones. Et tu verras si ça va correspondre à la réalité sociologique du pays. Tu verras. Nous allons continuer. Mais donc, je veux conclure sur ça en te disant donc que on te dit, l'article 150 te dit que le chef de l'État met le nombre de députés qu'il y a dans chaque circonscription. Et je t'ai donné les députés. Nkam, 1 siège. Sanaga Maritime, 3. Il dit la constitution de la liste des candidats doit refléter la composition sociologique de la circonscription. À partir de ce moment, si vous respectez tous les sièges de votre région, qui sont la somme des sièges des circonscriptions, seront occupés par les enfants de la région. C'est comme ça au sud. 11 sièges. Ils sont tous du sud. À l'est, 11 sièges. Ils sont tous de l'est. Dans la Damawa, 10 sièges. Ils sont tous de la Damawa. Aucun ne vient du nord. Aucun ne vient de l'est.
chacun utilise ses sièges. Parce que dans l'article 6 de la Constitution, voilà, l'article 6, non pas 6. Nous allons revenir. L'article 15. Nous allons revenir. Dans l'article 15, chaque député, nous sommes sur la Constitution, chaque député représente l'ensemble de la nation. Dans l'article 150 que je viens de lire, chaque député représente sa circonscription. Ça, c'est le code électoral. Donc, il y a 2 fonctions. Le député remplit 2 fonctions. Mais c'est la Constitution qui est au-dessus du code électoral. Ça annule ce que elles ne sont pas antinomiques. Pour qu'elles ne soient pas antinomiques, il faut les comprendre comme des choses complémentaires qui tiennent compte des spécificités camerounaises. Chaque député représente sa circonscription pour représenter la nation. On a pris qui dans la main noire pour représenter la nation? C'est de ça qu'il est question. On prend dans chaque circonscription pour aller représenter la nation. D'après toi, quelle est la quintessence de cette disposition de la loi? La quintessence de cette disposition de la loi, lorsque tu vois donc le président au niveau de l'élection maintenant en train de dire attention, quand vous allez constituer les listes, pensez à la représentation sociologique. Ça veut donc dire que les Mbouda doivent aller à l'Assemblée pour représenter la nation. Les Banganté aussi doivent être à l'Assemblée pour représenter la nation. Les Ménois, les gens de Tchang, doivent être à l'Assemblée pour représenter la nation. Les Tout-Pourris doivent être à l'Assemblée. Sinon, on pouvait dire qu'un seul groupe ethnique représentait tout le monde à la nation. Les 180 députés pouvaient être bamilekés. Du coup, ça donne une question. Et on sort par là. 3 sièges dans le Mungo Nord. Quelles sont les composantes sociologiques du Mungo Nord? Celles que moi je connais. C'est les Mbo, c'est les Bakaka, c'est les Banéas dans le Manjo, c'est les Bafo, c'est les Bonken, Alou et les autochtones de Konsamba. Je ne connais pas de canton Bamileke là-bas. Je ne connais pas de canton Boulou. Je ne connais aucun canton Bororo, aucun canton Peul. À la fin, ce sont les populations qui les votent. Je n'ai pas dit que les populations ne les votent pas. La population n'a pas... Ce n'est pas la population qui fait les candidats. Ce n'est pas la population qui fait les candidats. Et quand nous allons continuer l'analyse, tu vas donc voir que nous sommes mal organisés. Puisque justement, c'est la population. La question, c'est quelle population? Aujourd'hui, parce qu'une communauté s'est déplacée de sa base sociologique originelle pour s'établir dans une autre circonscription, les gens transforment cette communauté-là en élément déterminant dans le choix des représentants des communautés à laquelle elle n'appartient pas. Les Bami ne sont pas les Mbo, ils ne sont pas les Bakaka, ils ne sont pas les Banéas, ils ne sont pas les Mbonke, ils ne sont pas les Mbo. D'où vient-il que c'est eux qui décident de qui peut être le représentant des Mbo? Ils ont donc décidé que c'est Simé Pierre, le Bafan. Ils ont décidé que c'est Ngancham Louis-Henri. On continue, monsieur. Non, c'est très important. Oui, c'est très important. Ils ont donc décidé que sur les 3 sièges que le chef de l'État leur a donné aux gens du Mungo, aux autochtones pour être représentés. Tu dis que c'est les populations qui décident. Elles ont donc décidé ce que la loi ne dit pas. Ça montre que notre système électoral a un problème. Elle n'aurait jamais pu décider qu'un Bami soit le représentant d'un Mbo si, on lui avait seulement présenté des candidats, soit Mbo, soit Bakaka, soit Banéas, soit Banéka, soit Ballon, soit Bonké, etc. Il n'aurait jamais pu décider, n'est-ce pas? Si le législateur n'avait pas dit que le président du conseil régional doit être un autochtone, les gens allaient venir présenter les Bami à la présidence du conseil régional du littoral.
Les gens allaient venir présenter les peuls à la présidence du conseil régional de la Damawa, par exemple. Mais le législateur a fermé ça, sachant que c'est une source de désordre et que ça peut donner lieu à l'exploitation par les suprématistes de tous les bords. Résultat, si on n'avait pas dit ça, comme on a dit pour la ville, dans le Code général des collectivités, le maire de la ville doit être un autochtone de la région de rattachement de la ville. C'est ici dans le Code général. Résultat, le maire de Douala ne peut être qu'un homme du littoral. Le maire de Déa, parce que c'est des communautés urbaines, le maire de Déa ne peut être qu'un enfant du littoral. Le maire de Konsamba ne peut être qu'un enfant du littoral. Le maire de Bafoussa ne peut être qu'un ressortissant de l'Ouest. Okay. Et patati et patata. Si on n'avait pas dit ça, on aurait eu des gens qui allaient commencer à nous dire que le maire de Douala doit être un banni parce que les bannis sont les plus nombreux à Douala. C'est ça qu'on allait nous dire. Donc la loi a fermé. Le législateur, voyant venir ces problèmes, il a fermé. Si je suis donc député, je vais me battre pour que le législateur continue. Il s'est arrêté à mi-chemin. Il dit que le président du conseil régional doit être un autochtone. Il dit que le bureau doit refléter les composantes sociologiques. Non, comme c'est confus, il doit dire que le bureau doit être composé d'autochtones de la région. Puis, il doit aller plus loin. Il a dit pour les villes, c'est-à-dire les communautés urbaines, que le président doit être un autochtone de la région. Je lui demande de finir le travail au niveau des communes. Que le maire soit un autochtone de la région. Il sera cohérent à ce moment. Vous avez donné beaucoup. Ça fait 3. Oui. Mais il y a d'autres. Hein, bon, il y a d'autres projets que j'ai. Nous allons sortir. Comment avez-vous appris, comment est-ce que vous avez reçu le décès de M. Georges Anissé Kane? Ben, c'est un décès d'un homme politique, c'est tout. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Vous voulez en faire, Anissé Kane n'était pas un homme politique particulier. C'était un homme politique quelconque. Il a passé toute sa vie, il n'a jamais été élu. Vous voulez en faire une icône de quoi? Est-ce que c'est être élu qui fait quelqu'un d'un homme? Bien sûr, en politique, oui. Sinon, chacun peut s'asseoir dans son coin comme M. Kamto se déclarer très grand homme politique. Quels sont ces grands hommes politiques qui n'ont jamais de mandat? Que répondez-vous à ceux qui disent que M. Anissé Kane est un héros? Il n'est pas un héros. Un héros, c'est quelqu'un qui pose des actes héroïques. Lequel? Vous avez soif de héros. Ce sont les esprits obscurantistes qui pervertissent l'ordre naturel des choses. Les héros sont des gens qui posent des actes extraordinaires ou déterminants pour l'évolution de certaines causes. Anissé a posé quel acte? Vous dites, c'est les Bamileke qui font tout ce désordre-là. Hein? Comment ça? Si, je te dis donc ça, puisque c'est pour ça que tu es venu m'interviewer. C'est les Bamileke qui disent qu'Anissé, tu as vu un Yaoundé, tu as vu les Sawa même dire qu'il est héros. Comment est-ce que vous... Anissé Kane a été candidat ici dans la ville de Douala toute sa vie. Il n'a jamais été élu. Est-ce que vous savez ça? Parce que peut-être vous ne le savez pas, par ignorance. Quelqu'un qui s'en va solliciter les suffrages des gens et qui ne les obtient jamais. Vous en faites un héros. Héros d'avoir fait quoi? Héros d'avoir... Dis-moi, il est héros pour avoir fait quoi? Si tu veux, moi je te donne le nom des héros camerounais. Ernest Ouangé, par exemple? Non, c'était un grand bandit. Il n'était pas héros. Il était héros. Il a fait quoi? Dis-moi ce qu'il a fait. Moi, je te dis ce qu'il a fait. Il a combattu pour les causes nationalistes. Faux, archi faux. C'est de la propagande. Monsieur Ouangé a été un criminel redoutable, barbare, qui a effectué des meurtres terribles dans le Mungo. Tu veux que je t'envoie voir des familles qui pleurent encore leur mort? Allez chez Madame Christiane Moulende. Vous la connaissez? Non. Madame Christiane Moulende. C'est elle qui est la présidente du mouvement progressiste, le parti de Jean-Jacques Ekindi.
C'est elle qui a fait annuler la candidature de Zipan au Conseil constitutionnel. Elle est la descendante de Bema Moulende, qui était un Bonanjo installé dans le Mungu, grand fermier, que les gens de Wandji ont égorgé. Allez lui demander si elle considère que Wandji Enes est un héros. Comme ça ne vous a pas touché, vous pouvez faire des spéculations, vous vous asseyez dans des petits groupes de quartier, vous racontez n'importe quoi. Monsieur Wandji est un meurtrier. Allez demander à Semengue, qui est le père de l'armée camerounaise, qui est Enes Wandji. Ne restez pas dans les couloirs. Le Cameroun est un pays de désordre. Est-ce que vous comprenez que votre discours heurte certaines personnes? Oui. Mon discours heurte des gens mal informés, mais en même temps qui ont un esprit pervers. Est-ce qu'il appartient aux citoyens de décider qui est un héros? Donc si vous aviez l'occasion de vous excuser, vous ne vous excuserez pas d'avoir dit ça. Je répète ici que Ernest Wandji était un bandit. Il n'était rien d'autre. Il ne suffit pas d'avoir les oripeaux de la politique. Il y a plein de bandits en politique, monsieur. Les gens qui ont tué, qui ont égorgé à Florence Ayafor, ils disent qu'ils luttent pour la séparation, non? N'est-ce pas? Ils disent qu'ils sont séparatistes. Ils sont des héros pour avoir égorgé Florence Ayafor. N'est-ce pas? Non, répondez-moi. Les gens qui ont égorgé à la télé, toi, tu avais déjà vu on égorger un être humain. Quelqu'un vient à la télévision, il prend une femme qui n'est pas dans la politique, qui n'a rien à faire avec vos luttes politiques. On lui enfonce un bâton dans le vagin, alors qu'elle a les yeux ouverts, elle est vivante. Regardez le niveau d'atrocité que cette femme a vécu. On prend une machette, elle voit la machette arriver, on l'égorge et on soulève sa tête comme ça, on filme ça, on montre ça à tous les Camerounais. On dit que c'est pour la lutte, pour l'indépendance du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Tu crois à ça? Toi, tu crois à ça? Nous n'avons pas dit que Donc, sont des héros. Maintenant, ils ne sont plus des héros. N'est-ce pas? Ils devaient être des héros parce que le discours que vous avez... Comparer les sécessionnistes avec la cause de M. Enes Wandji. Mais c'est la même chose. Sauf si, comme c'est vous qui décidez des causes justes. Hein? C'est vous qui décidez des causes justes. Vous décidez que la cause de... Comment s'appelle le bandit qui a égorgé à Yafor là? Si c'est Fried Marshall, paraît-il. Il s'appelle Fried Marshall. Lui, il dit que c'est pour libérer son peuple. Il égorge. Wandji dit qu'il cherchait la vraie indépendance. Tout le monde que Wandji a tué, c'est après 61. Le Cameroun était déjà indépendant, non? Comme toi, tu es assis là, tu connais qu'il y a la vraie indépendance, la fausse indépendance. Pourquoi alors ceux qui se réclament de M. Wandji n'ont pas continué sa lutte? Son fils, j'ai vu les écrits que son fils a publié des bêtises là. Pourquoi il ne prend pas la peau de son père pour continuer la lutte de son père, s'il a l'intime conviction que la lutte de son père était noble? L'opinion pense que c'est ce que M. Anissé Kane faisait déjà. Quelle lutte? Quelle lutte? Anissé Kane a fait quelle lutte? Il luttait pour l'indépendance. Il était aux côtés des populations. Mais quelle population? Il luttait, c'était un homme politique, il avait son discours idéologique, il avait ses vues, auquel la population n'a jamais adhéré. Okay. Je vous rappelle que Anissé Kane, en tant que UPCiste, est l'un des responsables du schisme de l'UPC, du schisme destructeur de l'UPC. Le Manidem, c'est un schisme de l'UPC. Et c'est le tout premier. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il faudrait plutôt laisser M. Anissé Kane se reposer que de... Mais c'est vous qui êtes venu me poser les questions sur Anissé. Donc vous quittez chez vous, vous venez me poser des... Je vous ai demandé de me poser une question sur Anissé. Vous ne m'aurez pas posé de questions sur Anissé, je n'aurais rien dit, puisque vous considérez que c'est le silence qui le laisse se reposer. Tous les bavardages que vous faites là le reposent tranquillement. Les bavardages en lui attribuant ce qu'il n'a jamais fait. Je vous rappelle donc, parce que quand vous venez à une source d'information,
acceptez que cette source vous dise la vérité, qui n'est pas là pour vous plaire. La vérité n'est pas là pour vous plaire. C'est le mensonge qui est structuré pour plaire. Parce que quand je veux que vous soyez avec moi, je vous manque. Je vous dis ce que vous voulez entendre. Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Je suis là pour dire aux gens ce qui leur permet de décider en leur âme et conscience et qui soit vrai. La vérité, les héros, je les considère, ils sont trois principaux. Je laisse les Douala Mangabel, les Charles la Tangana, les Martin Paul Samba, qui ont mené leur lutte à l'époque. Je laisse pour le contemporain. C'est André-Marie Mbida qui a lutté. Vous savez, c'est que le drapeau là, vert, rouge, jaune, vous savez qui nous a donné ça? Ce n'est pas Anissé Kane. Ce n'est pas Wandji. C'est André-Marie Mbida. Aïe doit seulement ajouter les étoiles après. 2. Paul Biya a enlevé 1. Il a déplacé. Il l'a mis au centre. Le drapeau là que vous voyez là, c'est André-Marie Mbida qui nous donne ça. Il gagne les élections. Il a toujours gagné les élections. À l'Union française, à l'Assemblée nationale de France. Il était le représentant du Cameroun au Fonds international pour le développement économique et social. À cette époque, nous sommes en 40. 41, 42, 43. André-Marie Mbida. C'est lui qui lutte. C'est lui qui se bat. Et qui gagne les élections en 56. Wandji n'a jamais gagné une élection. Okay. Nous sommes là. Comprenez? Nous sommes là. Donc les postures idéologiques et fanatiques que les gens ont là au quartier, moi ça ne m'impressionne pas. D'accord. Nous sommes en plein cœur dans l'actualité brûlante. Comment avez-vous reçu le retour du professeur Maurice Kamto au MRC? Il n'est pas rentré au MRC. Il est rentré au MRC. Il est d'abord parti du MRC. Pourquoi? À cause de l'élection présidentielle. Il a alors eu. Monsieur Kamto fait partie des hommes politiques inutiles. C'est pas un peu fort? C'est fort. Et c'est expressément fort pour que tous ceux qui sont embarqués dans le fanatisme béat tribalisé se ressaisissent. Pourquoi vous dites qu'il est inutile? Il est inutile. Donnez-moi le problème qu'il a réglé depuis qu'il est dans l'opposition. L'opposition est faite pour accroître ses difficultés. Vous ne voyez pas que le système l'empêche d'avancer? Le système doit même l'empêcher d'avancer. Oui, est-ce que c'est démocratique? C'est démocratique. Le système a sa conception du bien du Cameroun. Monsieur Kamto en a la sienne. Ils se battent. Et le système l'écrase parce qu'il n'a pas de base. C'est ça, c'est comme ça la démocratie. Quand tu n'as pas de base, comme les Anissé, tous ces gens, ils n'ont pas de base. Monsieur Kamto a plutôt des millions de... Monsieur Kamto a gagné quelle élection? C'est vous qui comptez ces militants. Vous avez déjà compté les militants de Kamto? Vous avez compté les militants du MRC? Nombreux, des milliers de... Oui, ça, ce sont les discours péremptoires. Ils sont non. Oui, vous voyez quelque chose que vous ne quantifiez pas. Et vous accordez à cette chose que vous n'avez pas quantifiée une primauté. Ils sont les plus nombreux. Il y a des milliers de militants. Vous ne voyez pas que c'est léger. Et les gens qui gouvernent vous voient faire. Ils voient que c'est léger. Vous n'avez aucune base. Voilà un type qui est arrivé dans la politique après avoir servi un régime. Quand il servait ce régime était comme il est maintenant. Vous croyez que le RDPC a changé? Vous croyez que le régime de Biya a changé? Biya n'a pas changé, son régime n'a pas changé. Quand M. Kamto était membre de ce régime, il servait ce régime. Et surtout, il a contribué à apporter sa science à la modification de la Constitution pour rompre le consensus. Est-ce que nous ne devons pas plutôt avancer? Mais moi, je ne vous empêche pas d'avancer. Si vous voulez avancer les yeux fermés et avec des dogmes et des engagements qui n'ont qu'un seul fondement, qui est un fondement tribaliste, avancez. Vous n'irez nulle part avec ça.
Si vous avez... Alors, on ne vous comprend plus. Tantôt, vous vous proclamez victime du tribalisme. Tantôt, vous n'aimez pas le tribalisme. Mais c'est vous qui êtes en plein dans les comportements tribalistes. Camto, en temps normal, ne devait même pas avoir un militant. Pourquoi est-ce que vous avez... Mais regardez les défections. Regardez les défections. Il y a, pour le même moment, nous avons une. C'est qui? Monsieur l'ancien trésorier adjoint. Ebodé. Oui. C'est lui seul. Depuis que vous connaissez le MRC, c'est seulement Ebodé que vous avez vu partir. Pour l'instant, c'est ce qui fait plus la une. Non, mais je ne suis pas dans la une. Pourquoi vous me réduisez à la une? Moi, je suis une continuité. Je ne suis pas un événement conjoncturel. On a encore l'impression que vous souhaitez que M. Kamto ne devienne rien. Mais je n'ai pas à souhaiter qu'un mauvais acteur devienne quelque chose. Il doit rester mauvais. Il est mauvais, il reste mauvais dans son coin. Je suis pour qu'il quitte la politique. Il ne nous apporte rien dans la lutte de l'opposition. Au demeurant, il peut rentrer où il était. Hein. Il peut rentrer dans le RDPC. Peut-être que les portes sont ouvertes là-bas. Monsieur Libleu, est-ce que vous n'avez pas un problème personnel avec M. Kamto? Non. Comment ça? Est-ce que c'est toujours la politique? Ben, c'est vous qui ne voulez pas la voir. Vous voulez que je fasse la politique à votre convenance. C'est ça le problème que vous avez. C'est-à-dire que vous êtes si peu démocrate que vous voulez que vos a priori soient ce que tout le monde adopte. Vous ne voyez pas qu'il a plutôt aidé les Camerounais à faire quoi? La chose politique, à s'intéresser à... Avant Kamto, les élections se tenaient. Pendant qu'il était dans le RDPC, il n'a jamais eu le courage d'aller aux élections. Les élections se tenaient. La lutte politique se menait. Nous avons lutté. Nous avons eu les Kamto. Kamto n'était pas là. Il était dans le régime. Il disait au demeurant que le régime est très bon. C'est lui qui nous a dit en 2004 que les décisions du Conseil constitutionnel sont des dons. Il ne faut surtout rien dire. À ce moment, il était dans le régime. Si vous ne voulez pas lire le temps et les événements tels que ces choses se présentent à vous, tant pis pour vous. Mais moi et tous les autres acteurs politiques de mon âge, ils ont entendu Kamto dire que Paul Biya était un homme d'État, qu'il était très bien. Et vous trouvez qu'il a fait évoluer la pensée politique parce que maintenant il nous dit que Paul Biya est très mauvais. Mais Paul Biya n'a pas changé, nous on le sait. Entre lui qui change et nous qui n'avons pas changé, qui savons que Paul Biya est mauvais, qui est bon pour vous? Les temps peuvent changer. Ah oui, je suis d'accord. Les hommes peuvent aussi également changer. Oui, et c'est parce qu'ils sont donc changeants qu'ils peuvent être crédibles ou pas. Ok, nous allons continuer. Comment est-ce que vous avez vécu l'élection présidentielle? Selon vous, qui est le véritable vainqueur de l'élection présidentielle? Le vainqueur de l'élection présidentielle, selon M. Kamto, c'est Paul Biya. M. Kamto a dit que le Conseil constitutionnel, quand il dit quelque chose, c'est vrai. Pourquoi il dit maintenant que c'est faux? Est-ce que ce n'est pas le peuple qui vote? Est-ce que c'est Mais le Conseil constitutionnel est ce que le peuple a institué pour dire qui a gagné. C'est Kamto qui nous a dit ça. Ma question n'était pas en lien avec... Non, je vous donne les résultats. Et je vous dis donc la posture que nous devons avoir, eu égard aux positions de celui que vous considérez comme il a fait avancer quelque chose dans le Cameroun. Pour vous montrer qu'il n'a justement rien fait avancer. Okay. Avant qu'il ne devienne opposant qui conteste le Conseil constitutionnel. Nous, on a passé tout notre temps à lutter contre la Cour suprême siégeant en lieu et place du Conseil constitutionnel. Il n'était pas dans la lutte. Il était de l'autre côté. Il nous disait, taisez-vous. Parce que la Cour suprême a parlé. Pour vous, En 2004, quand Kamto nous dit ça, il n'y a pas encore de Conseil constitutionnel. C'est prévu dans la Constitution. Mais c'est la Cour suprême qui siégeait en lieu et place du Conseil constitutionnel. C'est à ce moment qu'il nous dit ça. Que les décisions du Conseil constitutionnel sont frappées du dogme d'infaillibilité. Vous voyez la qualité décevante, je dirais nauséabonde de tels intellectuels. C'est comme si je dis aujourd'hui
moi, Elie Bilobe, que Ernest Ouadji est un bandit. Et demain, j'ai dit que non, il était très bien. Vous allez me comprendre? Vous allez me trouver comment? Peut-être que ce que je vais dire demain là, qu'il était très bien, va vous plaire enfin, puisque vous voulez en faire un héros. Mais vous allez me considérer comment? Vous allez me mettre au même pied d'égalité que ceux qui disaient depuis toujours qu'il est un héros? Et M. Issa Tchiroma Bakary déclare être le véritable vainqueur de cette élection. Il affirme qu'il bientôt viendra procurer sa victoire. Comment est-ce que vous voyez cette déclaration de M. Premièrement, c'est un menteur. C'est un menteur, il ment, il n'a pas gagné l'élection présidentielle. Deuxièmement, il n'avait aucun moyen de gagner l'élection présidentielle. Troisièmement, il ne doit pas gagner l'élection présidentielle. Il ne doit pas gagner. Il ne doit pas. Pourquoi? Il ne doit pas parce qu'un peuple rationnel, celui que moi je veux que le Camerounais soit, un peuple rationnel, ne peut pas élire un immoral. Monsieur Issa Tchiroma, comme Monsieur Kamto, sont les pires acteurs les plus immoraux que ce pays a connus. C'est le peuple qui choisit. Je ne vous ai pas dit que le peuple ne choisit pas, mais le peuple ne l'a pas choisi. C'est vous qui dites que le peuple l'a choisi. C'est vous qui parlez au nom du peuple. Qui vous a qualifié? D'où vient-il que vous avez des organes de presse, de télévision, et c'est vous qui décidez le peuple, le peuple? Vous parlez au nom du peuple en tant que qui? Le peuple, celui qui parle à son nom, pour ce qui est des élections, s'appelle le Conseil constitutionnel. Voici ça. M. Issa Tchiroma Bakary reproche au Conseil constitutionnel de n'avoir pas publié les procès-verbaux pour rendre public ou bien prouver la victoire du candidat qu'il a déclaré vainqueur. Mais demandez à M. Issa Tchiroma de vous citer la disposition de la loi qui dit que le Conseil constitutionnel publie les procès-verbaux. Demandez-lui qu'il vous montre. Voici le code électoral. Ce sont les Kamto qui ont écrit ça. Selon les dispositions de l'article 113 du code électoral. Voilà, je lis ça tout de suite. 113, selon ce que tu dis. 113, voici 113. 113, alors, 113. Immédiatement après le dépouillement, les résultats acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. On a dit où que c'est le Conseil constitutionnel. Oui, ben, après ça, c'est ce qui justifie que M. Tchiroma ait mis ses résultats dehors. Et après cela, pour une certaine cohésion, pour éviter qu'il y ait les répressions violentes que nous avons vues, M. Issa Tchiroma Bakary a rendu public les procès-verbaux issus des bureaux de vote et qui lui donne, selon lui, vainqueur de ces. Mais pourquoi vous dites encore selon lui? Ben, c'est lui qui. Mais non, les procès-verbaux ne sont pas des documents à lecture à géométrie variable. Vous voyez comment vous raisonnez? Il a mis les procès-verbaux dehors. S'il a mis les procès-verbaux dehors, tout le monde voit les procès-verbaux, on dit que tant. Mais vous dites encore selon lui. Si vous dites selon lui, ça veut dire qu'il n'a pas mis les procès-verbaux dehors. Non, il a publié les procès-verbaux. Lorsque je le dis selon lui, j'allais continuer. Il en a publié? Il a publié combien? Les procès-verbaux des 18 départements. Ouais, combien? Il y a combien de départements au Cameroun? Ils sont 58. Et quand quelqu'un connaît l'information sur 18 départements, il a la qualité de conclure? Il y a les départements clés qu'il dit. Vous voyez, ce sont vos constructions mentales. Bon, donnez-moi, quel est le département clé? Je ne les ai pas là tout de suite. Non, mais donnez-moi selon vous, au Cameroun. Il y a 58. Vous êtes assis avec les Issa Tchiroma et les Maurice Kamto dans vos laboratoires. Vous déterminez les départements clés. Vous les déterminez sur la base de quoi? La base des électeurs. Du nombre d'électeurs. C'est ça qui fait le département clé. Vous avez dit que l'article 113. L'article 113 ordonne de publier les résultats sortis du bureau de vote. Vous dites que le Conseil constitutionnel n'a pas publié ça. Le Conseil constitutionnel, je lis. Non, ça va, monsieur. Bon, le Conseil constitutionnel ne lui demandez pas de faire des choses simplement parce que ces choses vous plaisent. Conformons-nous aux lois de notre pays. Battons-nous si elles ne sont pas bonnes. C'est ce que je suis en train de faire. Peut-être il vaudrait-il que des gens aient l'humilité d'imiter. Battons-nous quand une loi n'est pas bonne. Évoquons ses lacunes. Montrons en quoi, quel type de conséquences elle génère. Il n'est nulle part dit que le Conseil constitutionnel publie les procès-verbaux. Okay. Il est dit que
La commission locale de vote publie le procès verbal du bureau de vote. Les résultats du bureau de vote. C'est la commission locale. Puis, la commission communale de supervision pour les élections municipales publie les résultats des élections municipales de la commune. Il est dit que la commission départementale de supervision centralise les résultats venus des bureaux de vote pour les élections législatives et présidentielles. Établit un procès verbal. Chaque membre reçoit un exemplaire. On n'a pas dit qu'elle publie. Ensuite, elle remet ses résultats à la Commission nationale de recensement général de vote. Pourquoi vous aimez ça quand vous n'êtes pas candidat? Le jour où vous devenez candidat, vous n'aimez plus ça. Vous changez, vous commencez à bavarder. Quand Kamto n'était pas candidat, ce processus était déjà là. Il ne date pas du code électoral. Cette organisation que je viens de vous montrer, je peux vous montrer les lois de 90. Ça vient des lois de 90. Elles sont là, hein. Attendez, je vous les montre. Non, bon. Nous sommes en train de sortir de cette Ok. émission. Ces lois-là, elles ont précédé. On a pris ces lois-là, on est venu mettre ça dans le code électoral. Et c'est nous, de l'opposition, qui avons demandé ça. Ok, pour sortir. Tu as compris? C'est nous qui avons demandé l'existence de ces commissions. La commission communale de supervision, la commission départementale de supervision, la commission nationale de recensement général des votes, qui remet les résultats finaux au Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel les proclame après avoir fait le contentieux. Ok, nous allons... Maintenant, vous avez des gens que, parce que vous les aimez, parce qu'ils vous racontent n'importe quoi au quartier. Moi qui connais cette loi et ses origines, ses modes de fonctionnement, je ne peux pas suivre les rodomontades des Kamto, de Issa Chiroma. Issa Chiroma n'était pas 3 mois avant l'élection. Il n'était pas avec Bia. Il ne disait pas que le pays s'y marche bien. Est-ce que c'est une raison pour le discréditer? Oui, c'est une raison parce que le pays n'a pas changé. Tu ne peux pas être crédible si tu me dis que l'eau est incolore, puis après tu me dis que l'eau est rouge. Et je dois croire à tout ça. Tu me dis que l'eau est incolore, je crois. Maintenant tu reviens, tu me dis que l'eau est rouge. Alors que je vois qu'elle n'a pas changé, elle est toujours incolore. Mais toi tu dis qu'elle est rouge. Ça veut dire que vous ne respectez pas le peuple camerounais. Vous avez l'impression que vous avez une force particulière qui vous permet de balancer le peuple camerounais comme vous voulez. Bia est bon hier, subitement il n'est plus bon, il est un diable. Bia n'a pas changé. Ce qu'il est aujourd'hui, c'est ce qu'il a toujours été. Okay, si vous l'avez vu bon hier, si vous nous respectez, ne venez pas nous dire qu'il est mauvais maintenant. Nous nous disons depuis qu'il est mauvais. Quand nous avons dit qu'il est mauvais, vous nous avez dit qu'il est bon. Au demeurant, quelqu'un comme Issa Chiroma, il a même eu l'outrecuidance de dire à Kamto que Kamto n'avait pas le droit de faire des revendications. Maintenant, ils sont amis. La Bible nous dit, ne formez pas d'attelage disparate. Comprenez? Le comportement logique d'un homme sérieux, un intellectuel, ou de surcroît un homme politique, n'accepte pas l'absence de conviction. Un homme politique n'est pas un homme à géométrie variable. D'accord. Pour terminer, M. Libi-Lobé, vous avez déclaré sur une chaîne de télévision, Info TV, lorsque le journaliste M. Pafa ici vous avez posé la question, est-ce que M. Libi-Lobé est un tribaliste? Vous avez répondu oui. Est-ce que c'était une erreur ou bien vous maintenez cela? Est-ce que M. Libi-Lobé est tribaliste? Alors, vous ne savez pas, ce n'est pas Pafa ici qui m'a posé cette question, ce n'est pas sur Info TV. C'est Romaric Tenda. C'est lui qui avait un organe de presse comme le vôtre, comme ça. C'est lui qui m'avait posé cette question pour la première fois. Le reste ne fait que les gens ne font que prendre ça pour commenter. Vous voyez, il faut toujours bien cerner vos choses. Vous savez, c'est des questions bêtes. Laissez passer moi l'expression, c'est des questions bêtes.
Parce qu'il s'agit de donner de l'amplification à des ressentiments que X ou Y peut avoir. C'est des questions bêtes. Ok. Et si... X ou Y va trouver que Libye est tribaliste. X, Y, Z, je ne sais pas, va trouver que Libye n'est pas tribaliste. Vous allez faire... Le tribalisme n'est pas une opinion. Retenez, vous m'avez aussi posé la question maintenant. Je vous réponds. Le tribalisme n'est pas une opinion. C'est un comportement. Tous ceux qui recrutent les gens dans les entreprises en refusant de recruter les Sawa, c'est des tribalistes. Tous ces gens qui sont dans les commissions de crédit, qui donnent les crédits à leurs frères et refusent de donner les crédits aux gens des autres ethnies, ce sont des tribalistes. Et c'est eux qui gâtent ce pays. Le tribalisme, ce n'est pas la revendication, l'expression d'une revendication. Je revendique que les postes politiques du littoral soient occupés par les littoraliens. Exactement comme les postes politiques de l'Ouest sont occupés par les ressortissants de l'Ouest. Ok, pour conclure définitivement cette émission, que diriez-vous à ceux qui vous accusent de diviser là où la politique devrait plutôt rassembler? Je ne sais pas ceux que eux-mêmes ils rassemblent. C'est les gens qui te envoient dire des paroles. Toi, tu les as vus, ils rassemblent quoi? On leur demande de faire des listes d'union, ça les dépasse. Ils rassemblent quoi? C'est bien beau que chacun vienne dire que oui, il faut rassembler. Mais poser des actes de rassemblage. Tu connais un parti politique là qui a rassemblé quelque chose. On leur demande à l'élection présidentielle, asseyez-vous, ça les dépasse de s'asseoir. S'asseoir seulement pour se parler et trouver un candidat que oui, toi tu peux te mettre devant, on va te soutenir. Ça les dépasse. Ils sont rassembleurs de quoi? Dites-moi de qu'est-ce qu'ils rassemblent. Voici les élections législatives qui arrivent et municipales. Je suis déjà dehors. J'ai été voir Serge Espoir Matomba pour le push, il m'a reçu. J'ai vu Valère Bessala qui m'a reçu. J'ai reçu ici le président du Mouvement pour la démocratie et le progrès, le MDP, de Samuel Ebois. Et nous nous sommes parlé ici. J'attends qu'il convoque les organes de son parti et je vais leur rendre visite dans la perspective d'avoir des listes d'union. Je crois à ça. Je sais que nous ne pourrons pas battre le RDPC avec les listes de division, plusieurs listes devant le RDPC. Okay, un dernier mot aux populations du Mongo qui pourraient vous élire. Je leur dis, j'entends les gens dire que nous ne sommes pas nombreux. Nos droits à diriger nos terroirs ne dépendent pas de notre nombre. On dit en Douala que la sono d'ici Masouame, ce qui appartient à la fourmi ne s'arrache pas. Ce n'est pas parce que la petite fourmi est là à terre que vous devez prendre ce qui lui revient. Les postes de maire, les postes de conseillers municipaux, les postes de députés au Cameroun appartiennent aux autochtones de chaque circonscription. C'est le sens de la décentralisation. Ce n'est pas Elimbi qui a fait ça. Il se trouve simplement que c'est maintenant que Elimbi pose le problème. Et il se trouve qu'il y a des gens qui profitent depuis très longtemps d'un certain nombre de privilèges. Le littoral a 19 sièges de députés. Actuellement, 9 sièges sont occupés par des gens qui ne sont pas du littoral. Un anglophone, Joshua aussi. Est-ce que vous imaginez un francophone député en zone anglophone? Bon. Ça fait 1. Il reste 8. Les 8 autres, c'est Simé Pierre, Gancham Louis-Henri, tous de RDPC, Mbapte Jean-Baptiste, RDPC, Mungo Sud, Ndjomeni Belnid, Mungo Sud, SDF,
Ça fait 4. Vous voyez, ils sont tous de l'Ouest. Je continue. Non. Je continue. Je voulais que vous adressiez un message. Oui, je suis en train d'adresser le message. C'est ça que je suis en train d'adresser. Je suis en train d'adresser ça, que les populations du Mungo sachent. Vouri Est, Ngahan Isaac, RDPC, ça fait 5. Nietzsche Jean-Michel, SDF, ça fait 6. Nouran Forcing, Bamoun, PCRN, Vouri Est, ça fait 7. Ça fait 7. Je vous ajoute un. Fanja Gabriel. Pour le compte de Bonabéry, de Belle, ça fait 8. Qu'est-ce que ces gens font là? Je vous demande, vous les populations du Mungo, ils représentent qui? C'est une compétition électorale. Oui, pour représenter les communautés à l'Assemblée. Donc les Mbo, donc les peuples peuvent venir représenter les Bami. Vous allez accepter ça? C'est une compétition Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas une compétition. On vous dit dans le code électoral que le président du conseil qui est un élu doit être un autochtone. Donc ceux qui viennent compétir doivent être des autochtones. Et vous acceptez. Le maire de la ville doit être un autochtone. Vous pouvez mettre tous les candidats que vous voulez, pourvu qu'ils soient des autochtones. Et là-dedans, vous allez voter. Ok, merci. Donc, je dis aux populations du Mungo que le président de la République a donné 6 sièges dans tout le Mungo, de Dibombari jusqu'à Mélon. C'est pour que les Pongos aussi soient à l'Assemblée. Que les Bamkon aussi soient à l'Assemblée. Que les Balong soient à l'Assemblée. Que les Bonkeng soient à l'Assemblée. Que les Bakaka soient à l'Assemblée. Que les Mbo soient à l'Assemblée. Les Banéas et tout ça. Il y a à peu près 8 grands groupes ethniques dans le Mungo pour 6 sièges. Nous n'avons pas encore mis nos propres enfants pour nous représenter. 4 Bamileke sur 6 sièges sont assis. À cause de Jean Kouété, dans le RDPC, qui utilise le Mungo comme un moyen d'augmenter la présence des Bamileke à l'Assemblée. Le chef de l'État a donné aux Bamileke 20 sièges. Il a donné au Bamoun et au Tika 5. L'Ouest à 25. D'où vient-il qu'ils soient plus de 25 à l'Assemblée? Pourquoi ils sont plus de 25 à l'Assemblée? Si d'autres ethnies s'organisaient pour prendre au Bamileke et au Bamoun leur siège, de manière à ce qu'ils ne soient pas 25, mais qu'ils soient 12. Vous me poserez ces questions? Qui serait content à l'Ouest? Les sièges du littoral, c'est pour que les peuples autochtones du littoral soient représentés à l'Assemblée. Pas pour que les Bamileke viennent représenter les peuples autochtones du littoral. Les Bamileke ont leur siège. 1216 sièges de conseillers municipaux répartis dans 40 communes. Qu'ils occupent ça. Tout Bamileke au Cameroun qui veut faire la politique doit aller occuper les 1200 sièges-là dans 40 communes à l'ouest. Le littoral a 1026 sièges répartis dans 34 communes. Laissez les enfants du littoral s'occuper des affaires publiques du littoral. Le centre a 1946 sièges. Le sud a 700. Le sud a 769 sièges. Si tu mélanges les sièges du centre, 1946, plus 769 du sud, ça fait 2715 sièges que le chef de l'État a donné au peuple Ekang. Tous les Ekang qui veulent faire la politique, qui veulent occuper les sièges, allez occuper les sièges au centre et au sud. Vous venez occuper les sièges du littoral. Les enfants du littoral n'ont pas besoin de leur indemnité de cession. Les enfants du littoral n'ont pas besoin de jouir des mêmes droits que vous. Vous finissez de jouir de vos droits là-bas. Vous venez aussi prendre les droits des enfants du littoral.
au seul motif que Douala est cosmopolite. Donc vos villes sont bien comme elles ne sont pas cosmopolites. Le cosmopolitisme est devenu une faiblesse. Ce qui devait être un exemple que toutes vos villes soient cosmopolites, vous êtes d'accord qu'elles ne le soient pas. Vous pouvez conserver vos choses. Et vous venez dire, comme le littoral est cosmopolite, conséquence, nous prenons vos sièges. Eh bien, je mène la lutte. Merci, pour que nos sièges nous reviennent et que chacun aille faire la politique chez lui. Et si je suis député, nous allons améliorer la lutte pour que aux élections locales, chacun aille voter dans sa région de rattachement. Si vous êtes Sawa, vous êtes à l'Est, vous n'avez aucune raison de voter un conseiller municipal là-bas. Vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas les problèmes de l'Est. Venez voter le conseiller municipal de Bonabéry, votre village, de Dibombari, de Bonalea, parce que vous voulez participer à la gestion de votre localité. Donc, je demande à tous les Sawa qui ont 20 ans, qui ne sont pas encore inscrits, allez vous inscrire. Parce que c'est vous qui devez décider de qui doit être conseiller municipal, de qui doit être député. Barrons la route aux velléités suprématistes que veulent nous imposer d'autres groupes ethniques établis au littoral, qui pensent que on peut nous imposer la démocratie du nombre.